Bienvenue dans ce podcast d'avril 2023 qui sera réalisé dans un format différent puisqu'aujourd'hui je suis interrogé par un entrepreneur du web qui travaille dans le marketing digital, Olivier Ferrand. Bonjour Olivier, Bonjour Olivier aussi. un autre Olivier. Alors dans ce podcast, je vais vous raconter l'histoire de l'accompagnement d'un manager en prise de poste à haut risque. Vous y trouverez comment j'ai accompagné un manager à reprendre un poste laissé par une personne toxique. 2, comment passer de collègue à manager dans la même équipe. Et 3, comment renouer avec la confiance mutuelle et la performance après une période de tension. Alors la première question que je te pose Olivier, est-ce que tu peux nous parler et rappeler le contexte et surtout quel est l'état des lieux quand tu es arrivé dans l'entreprise? Oui, le contexte, on est en 2022. C'est une entreprise dans laquelle j'ai accompagné une équipe pendant un temps. Et en fin de cet accompagnement, ou juste après, en fait, je suis sollicité par la direction de l'entreprise pour intervenir dans une autre équipe qui est confrontée à une situation difficile après le départ d'un manager toxique qui est resté pendant un an et demi. L'équipe se retrouve vraiment dans un état de repli sur soi, il y a un manque de performance, elle n'arrive plus à atteindre ses objectifs, alors qu'on est dans une période de grandes exigences de croissance pour l'entreprise. Et pour être plus précis, l'équipe était tellement en difficulté. C'est une équipe de 6 personnes. Sur les 6, une personne était en arrêt maladie, une personne venait de démissionner, une autre avait demandé à être mutée en interne et l'entreprise avait cherché un autre manager à l'extérieur, enfin, dans d'autres équipes de l'entreprise. En interne, elle voulait, voilà, elle avait proposé ce poste et aucun manager de l'entreprise n'avait accepté de prendre ce job parce que l'équipe était tellement en difficulté, elle avait tellement mauvaise réputation à la fois sur son ambiance et sur son manque de résultats qu'aucun manager interne à l'entreprise n'avait accepté ce poste. Et au final, l'entreprise avait choisi de promouvoir l'un des collaborateurs, l'un des 3 restants, qui était un jeune, talentueux collaborateur dont il sentait qu'il avait le potentiel pour devenir manager, mais qui manquait d'expérience. Et donc, à ce moment-là, on me demande de coacher ce jeune manager dans cette prise de poste à haut risque. Alors on part d'une situation assez difficile et en même temps, qu'on peut retrouver dans un certain nombre d'entreprises, mais quels sont vraiment les enjeux de cette entreprise et aussi pour le manager? Parce qu'on a vraiment 2 parties, l'entreprise, le manager. Quelles étaient les attentes, les objectifs précis selon toi? Il y avait plusieurs enjeux. Il y avait l'enjeu de maintenir les ressources dans l'équipe, puisque tu vois que sur une équipe de 6 personnes, donc le manager, ils étaient 7, le manager avait été licencié, il restait 6 personnes. Sur cette équipe de 6, il y en a 3 qui sont déjà partis ou en départ, et dont une en arrêt maladie. Il ne reste plus que 3 collaborateurs. Donc là, il y a un vrai enjeu de pérennité de cette équipe, et cette équipe qui a une raison d'être pour l'entreprise, parce qu'en plus, c'est une équipe qui allait chercher du business. Et donc, c'est le deuxième enjeu pour l'entreprise, c'est que face à l'incapacité de cette équipe à atteindre ses objectifs de croissance, eh bien, il y a aussi un enjeu de croissance pour l'entreprise qui était dans une période où elle avait de grandes exigences et donc sur laquelle elle mettait pas mal la pression, pour les raisons pour laquelle elle mettait pas mal la pression sur cette équipe. Donc voilà pour moi en gros et puis si, dernière chose, il y a aujourd'hui quand même les entreprises sont sont observées de près sur tout ce qui touche au burn-out et à ces questions. Or là, quand tu as une équipe en souffrance à ce point, il y a déjà une personne en arrêt maladie, il y avait évidemment aussi un enjeu RH important pour l'entreprise. Et puis pour le manager, tu me disais quel autre enjeu? Ouais, pour le manager, il avait des enjeux importants. Et lui, on lui propose sur un plateau un job de manager. Il y a un vrai enjeu de réussite de cette prise de fonction à haut risque, hein, parce que là, il a un risque de se casser la figure qui est quand même pas négligeable. Il a des enjeux de légitimité. Il était collègue avec les autres membres de l'équipe. Il se retrouve du jour au lendemain parachuté manager. Donc, comment assurer et assumer, trouver cette légitimité? Il va devoir être crédible par rapport à l'entreprise parce que c'est une équipe qui est observée à la loupe.
et donc lui joue aussi son avenir vis-à-vis de ses pairs. Et puis évidemment pour lui, de confiance en soi, d'estime de soi, si jamais il se plante dans cette prise de fonction. Alors après, est-ce que tu peux nous faire un rappel sur les caractéristiques d'un manager toxique? Quelle est toi ta vision, ce que tu as pu constater sur cette notion de manager toxique? Je me méfie aussi des modes. On a parfois tendance à cataloguer un peu vite. J'ai entendu plein de fois me parler de pervers narcissiques. Et donc, je pense que euh, parfois, on a tendance à mettre des termes un peu forts sur des situations qui ne correspondent pas. Là, en l'espèce, j'avais rencontré à 2 reprises le manager précédent, même si je ne travaillais j'avais aucun lien de collaboration avec elle, mais je l'avais rencontrée à 2 reprises. C'est une femme, et j'avais bien senti, effectivement qu'il y avait de grandes difficultés, enfin qu'elle avait voilà, des difficultés relationnelles. Elle avait un relationnel extrêmement cassant. Je ne savais pas ce qui se passait dans son équipe, mais j'avais déjà bien senti qu'elle avait quand même un relationnel cassant, et je pense que là, pour le coup, le terme de management toxique que tu emploies me paraît adapté pour cette personne. Un management toxique, qu'est-ce que c'est? C'est un management qui va affecter la confiance et la performance d'un collaborateur ou d'une équipe, et ça se manifeste comment? Enfin, quelles sont ces grandes caractéristiques? Bah, il y en a plusieurs, et je ne suis pas capable de te donner une liste exhaustive, mais je vais te donner les principaux qui me viennent à l'esprit. C'est d'abord une grande, voilà, un point récurrent, c'est le manque de reconnaissance, le manque d'écoute, le manque d'empathie, voilà, vis-à-vis du collaborateur concerné, ou des collaborateurs quand ça s'adresse à toute une équipe. Et ça va même plus loin que le manque de reconnaissance, le manque d'écoute, le manque d'empathie. Ça va souvent jusqu'à de la dévalorisation, avec des critiques répétées, tu vois, systématiques sur le travail, ou sur les capacités de la personne, ou sur ses compétences. Et là, ça devient encore plus pervers. C'est-à-dire qu'on part plus seulement, on ne critique plus seulement les actions ou les comportements de la personne, mais tu commences à critiquer la personne elle-même. Tu es nul, tu n'as aucun talent créatif, tu ne sais pas ceci, tu vois. Et là, ça devient, c'est ce qu'en coaching, on appelle du feedback négatif inconditionnel. C'est le truc qui tue le plus. Et ça, c'est une récurrence du management toxique. Une autre chose qu'on voit souvent en termes liés au travail, c'est que le manager donne des tâches qui sont peu stimulantes. Et donc, bah, pour la personne qui les reçoit, au bout d'un moment, c'est extrêmement peu motivant. En plus, c'est quelqu'un qui a tendance à diviser pour mieux régner, qui monte les gens les uns contre les autres, en disant des choses à certains et puis aux autres. Enfin bon, on a vu ça plein de fois. Et puis peut-être aussi, oui, ce qui me vient, c'est le fait que, tu vois, c'est quelqu'un qui ne sait pas reconnaître ses erreurs ou ses manquements, et qui systématiquement les fait porter aux autres. C'est de ta faute. Mais non, c'est toi le manager qui n'a pas anticipé. Ouais, mais tu n'as pas été capable de faire ceci et cela. Bah, si tu l'avais laissé du temps, bah, probablement que ton collaborateur aurait été capable de ça. Mais tu l'as mis sous pression, tu l'as mis dans les conditions de l'échec. Et là, tu es en train maintenant d'en rajouter en l'accusant et en lui faisant porter la responsabilité de ton manque d'organisation. Et d'ailleurs, tu vois, il y a souvent dans ce management toxique une surcharge de travail aux équipes, et qui la plupart du temps, en tout cas dans les quelques cas que moi j'ai vus, et ceux dont j'ai entendu parler, souvent ça s'explique par un manque de compétences en fait du manager. C'est qu'en fait, le management toxique, c'est souvent un management qui est associé à un manager qui manque de compétences dans son travail, qui va donner des consignes contradictoires, qui est mal organisé, qui ne sait pas répartir correctement les tâches, qui ne transmet pas les informations utiles, qui met une pression en demandant du reporting excessif en permanence, en leur cassant les couettes là où il faut leur laisser du temps pour préparer, et puis ok qu'on organise du feedback et du reporting périodique, mais fous leur la paix quand ils sont dans l'action, etc. Et le tout avec souvent pas mal d'agressivité. C'est souvent des managers qui s'emportent. C'était le cas de cette femme. Elle avait des accès de colère assez violentes. Et évidemment, bah, tout ça, ça installe un climat anxiogène. Voilà pas mal de caractéristiques déjà qui me viennent sur ce type de management toxique. Ouais. Alors peut-être en complément, avant la question suivante, est-ce que ça voudrait dire que le côté humain, la relation, l'ambiance qu'on peut mettre dans une équipe est peut-être très importante, autant que vraiment la performance, la méthode, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de ce que tu as vu dans cette situation?
L'ambiance, le lien, c'est le truc le plus important. Il y a une auteure québécoise que j'aime beaucoup qui s'appelle Colette Portelance qui explique que ce qui permet de passer d'un collectif d'individus qui peuvent peut-être interagir ensemble à une équipe, c'est le lien. C'est ce lien qui permet de passer de l'une à l'autre. Et on devient une équipe quand il y a du lien, quand il y a de la relation. Et moi, dans ce lien, dans cette relation, j'y mets un certain nombre de choses. J'y mets la question du sens. Qu'est-ce qui fait, pourquoi on est tous réunis ici dans la même équipe? Et donc là, le leader, il a un rôle clé sur rappeler le sens, tu vois, la raison d'être, la mission, l'ambition de notre équipe. Un deuxième paramètre qui est ce que j'appelle moi l'identité de l'équipe. Quelle équipe on a envie d'être? On veut ressembler à quoi? Tu vois? Qu'est-ce qui va être important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Ok, on a compris le sens, on a le quoi et le pourquoi en 2 mots, mais comment on va le vivre ensemble? Et ça, c'est quelque chose qui est à définir. Et puis, il y a la question des valeurs aussi. Il y aura la question de la confiance. Donc, tu vois, tout ça, voilà, ça fait partie de la relation et c'est évidemment l'élément numéro un. C'est vraiment la pierre de fondation sur laquelle tout le reste va pouvoir s'appuyer. Merci, mais alors du coup, quelles seraient les conséquences maintenant très précises et très concrètes dans une équipe et pour une entreprise quand on a un manager toxique qui dirige des collaborateurs? Le premier logique, hein, c'est l'augmentation du stress dans l'équipe. Ça va même assez rapidement se transformer en mal-être pour un certain nombre, qui pourra aller jusqu'à de la dépression et ou du burn-out pour un certain nombre de collaborateurs. Dans l'équipe que je te citais au démarrage, voilà, il y avait une personne en burn-out, arrêt maladie, brûlée, voilà, à l'intérieur. Il n'y a plus rien, ça répond plus. Elle a été carbonisée par la relation de travail, elle a perdu confiance en elle, elle a perdu tous ses repères. Autre conséquence, bien sûr, c'est euh, la- l'implosion du lien de confiance. Là, il n'y a plus d'équipe, là, il n'y a plus de relation, parce que la plupart du temps, à un moment, ça va se morceler, ça va imploser, chacun se replie sur soi, et du coup, on renforce encore plus le sentiment de solitude dans l'équipe, parce que le manager toxique, là, comme il a monté les uns contre les autres, plus personne ne se fait confiance. Et puis, évidemment, une perte de performance. C'était le cas dans cette équipe qui était vraiment en situation très difficile, qui n'atteignait plus aucun de ses objectifs, alors qu'elle performait correctement dans le passé. Mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas parce qu'il y a un lien direct entre confiance et performance. Et tôt ou tard, et je l'ai vu tellement souvent, même une équipe performante, je pourrais te donner plusieurs exemples, mais même une équipe performante, quand la confiance se dégrade, tôt ou tard, tu verras la performance se casser la figure. Donc il y a évidemment un lien entre les deux. Et d'ailleurs, quand on accompagne, nous, une entreprise, une organisation, on va travailler sur ces deux leviers. Le lien, la relation, la confiance et tout le reste, hein, valeur, sens, identité, etc. Mais tout ce travail autour du lien, de la relation. Et puis, la performance à côté, en remettant un certain nombre de clés, d'organisation, de priorisation. On va se définir des quick wins, etc. Et quand on monte le curseur d'un côté, si on gagne en performance, par exemple, on va célébrer ça et on resserre l'équipe. Et qu'est-ce qui se passe? On remonte la confiance. Et en remontant la confiance, en accompagnant l'équipe, qu'est-ce qu'on va voir remonter? La performance. À nouveau, on célèbre cette nouvelle victoire. On se ressoude autour de la victoire. On croit de plus en plus en nous. Donc la confiance monte à nouveau. Et tu vois, c'est un cercle extrêmement vertueux et ça monte sans fin. Mais dans le sens inverse, ça se dégringole aussi sans fin. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu dis souvent, quand toi tu accompagnes tes équipes, tu dis que la performance sans l'humain ne fonctionne pas et l'inverse aussi. Je crois d'ailleurs ça fait partie vraiment de ta vision d'avoir ces 2 ou 3 paramètres essentiels. Est-ce que tu peux peut-être nous redire en quelques mots, quels sont les 2 ou 3 éléments indispensables qui sont indissociables même? Bah, écoute, en tout cas, oui, moi j'ai eu la chance, d'une certaine manière, je me sens un peu, je me sens chanceux, un peu comme un enfant gâté. Alors mon parcours, professionnel, je suis allé le chercher parce qu'il n'était pas du tout, écrit comme ça. Je l'ai créé, mais j'en ressens beaucoup de gratitude et effectivement, ce que j'ai appris dans le monde militaire et encore plus fort dans le monde des forces spéciales, c'est vraiment, ce lien, voilà, encore une fois, entre confiance et performance et la nécessité de créer des équipes cohésives, ce que nous on appelle au cabinet une équipe solidaire et performante.
Et pour moi, il n'y a pas de fatalité à être une bande de copains seulement et de ne pas avoir de performance. Et je crois même que là encore, il y a plein d'auteurs qui l'ont décrit et je l'ai vu souvent. Une équipe cohésive qui n'atteint pas la performance, à un moment, la cohésion se dégrade, c'est ce que je disais juste avant. Donc, voilà, on a besoin de s'appuyer sur les deux et mettre en puissance individuellement, collectivement, célébrer les victoires, renforcer le lien, etc. Et tout ça me semble extrêmement vertueux. C'est sur tout ça, effectivement, que je m'appuie pas tout seul, hein, mais vraiment remettre l'humain avec une vision où on est toujours centré sur l'humain sans jamais perdre de vue l'objectif. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans mon métier militaire. Il y a un cadre d'ordre, il y a une mission à réaliser. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, ça sera plus l'heure. Et d'ailleurs, si tu veux rentrer, bah, tu as des rendez-vous avec les hélicos sur des compartiments de terrain différents, rendez-vous principal, rendez-vous secours, rendez-vous raccro. Si tu les as ratés, bah, tu rentres à la nage. Donc, tu négocies pas avec la performance, quoi. Le résultat, il faut l'atteindre. Sinon, tu vas te retrouver gravement en difficulté. Mais encore une fois, un résultat qu'on atteint en s'appuyant sur l'équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans le monde des forces spéciales, où on intervenait la plupart du temps en infériorité numérique, parce que c'est la vocation de ces unités. Elles sont peu nombreuses, surentraînées, suréquipées. On considérait qu'un opérateur des forces spéciales est capable de combattre à 1 contre 3, pas parce qu'il a des biscottos plus gros, mais parce que justement la puissance du collectif est exponentielle et que du coup on n'avait pas peur d'être en infériorité numérique. Voilà, bah c'est sur tout ça effectivement que je m'appuie dans les accompagnements, que ce soit en coaching ou les accompagnements d'équipe et autres, même les formations. Ben, merci pour ces précisions. Alors si on revient sur notre situation de manager toxique, heu, quelqu'un qui nous écoute pourrait se dire: «Oui, mais bon, il y a beaucoup de littérature sur les personnes toxiques, il y a des méthodes probablement, il y a voilà, les managers font attention à ces points-là». Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que cette situation s'est dégradée dans cette entreprise, dans cette situation, avec ce manager toxique? Ce qui parfois interpelle, c'est mais pourquoi l'entreprise, en fait, elle a laissé les choses déraper jusque-là? Parce que, comme tu le dis, il y a de la littérature là-dessus, il y a des obligations en France d'être attentif à ces choses-là. C'est vrai, c'est vrai, et pourtant, alors, et j'ai évidemment que l'entreprise, elle n'avait aucune intention de laisser se développer un comportement toxique comme celui-ci. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé malgré elle. Et en tout cas, dans les très rares cas que j'ai connus personnellement, à chaque fois, ça s'est fait malgré l'entreprise. Heu, Là, tu vois, en l'espèce, c'est, le manager, en question, cette femme, elle avait été recrutée 1 an et demi plus tôt. Elle avait des superbes références dans une période où l'entreprise était confrontée à de gros, gros enjeux de croissance. Donc, sur le papier, cette personne, elle était super. Ils lui ont fait confiance et ils n'ont pas suffisamment monitoré, suivi, ils n'ont pas été suffisamment attentifs parce que pris par, bah, tu vois, on est en 2022, il s'est passé quand même 2020-2021, enfin, on a tous vécu pas mal de choses avec le Covid, donc l'entreprise, elle a été mise à mal pendant 2 ans, donc là, maintenant, elle a pas d'autre choix que de mettre le paquet, de dire à tout le monde: «On serre les dents et on fonce, machine avant toute». Et là, du coup, dans ces cas-là, bah, elle oublie un peu d'aller regarder de plus près, elle n'est pas suffisamment à l'écoute, attentive aux signaux faibles. Et à un moment, les signaux faibles vont devenir des signaux forts. Et là, quand c'est des signaux forts, bah, tu vois, quand tu commences à avoir une, deux, trois personnes dans l'équipe, sur une équipe de six qui dit stop, bon, ben là, évidemment, la RH avait alerté, ça faisait un moment qu'elle commençait à s'intéresser au dossier, et là, l'équipe a sifflé la fin voilà, la fin du jeu pour ce manager qu'elle a licencié. Mais après 1 an et demi, et en 1 an et demi, elle avait eu le temps de laisser beaucoup de dégâts dans cette équipe. Mais alors du coup, comment toi tu as fait très concrètement pour résoudre cette situation? Peut-être des choses que l'entreprise elle-même ne voyait pas de l'intérieur. Toi, de l'extérieur, tu as vu des choses qu'elle n'a pas forcément perçues. Comment tu as fait? Quelle solution tu as apporté à cette entreprise? Alors, bah, solution à cette entreprise, moi, ma mission à ce moment-là, c'est d'accompagner ce manager dans sa prise de poste. Il était collaborateur, c'est un des 3 survivants de cette équipe. Il a souffert pendant 1 an et demi avec cette femme, et on lui dit, enfin, il accepte quand même ce job, et heureusement, donc ils lui disent: Tu vas être accompagné par un coach dans cette prise de poste compliquée.
L'accompagnement a duré, on a dû partir, je ne sais plus, sur une quinzaine de séances, je pense. Au départ, avec un accompagnement rapproché, voilà, toutes les 2 semaines, on avait une séance de coaching et puis, au bout de au bout de 2 mois et demi, je crois, on est passé à toutes les 3 semaines, puis ensuite une fois toutes les 4 semaines, voilà, et on avait trouvé notre rythme de croisière. Mais au départ, il avait besoin d'un accompagnement, vraiment, rapproché. On a travaillé beaucoup dans 4 directions, donc sur la relation. Je t'ai dit l'importance de la relation, hein, par rapport à l'équipe, mais dans 4 grandes directions. Un, la relation à soi, c'est quelque chose que je fais souvent, ça, aller éclairer sur ce jeune manager, quelles sont ses croyances, notamment sur ce que doit être ou pas être un manager, quels sont ses mécanismes de fonctionnement, quels sont ses freins, tu vois, quelles sont les ressources sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Ok, tu n'as jamais été manager, mais quelles sont des situations qui pourraient peut-être être un peu similaires sur lesquels tu pourrais t'appuyer. Enfin, bon, voilà, la relation à soi d'abord. Ça, c'est la première direction. La deuxième direction, c'est la relation aux collaborateurs et les actions à engager avec ces collaborateurs. Il y avait d'emblée un certain nombre de choses à mettre en place aussi avec eux, dans la relation et dans l'action. Idem, tu vois, troisième direction, la relation et les actions avec sa hiérarchie. Il y avait aussi des choses, il avait besoin de l'appui de sa hiérarchie, il avait aussi besoin de trouver sa légitimité vis-à-vis d'eux, donc il y avait à la fois des besoins de part et d'autre, et donc on a travaillé sur cette direction. Et puis il y a une quatrième et dernière direction qui démarre pas tout de suite, mais qu'on va travailler à partir d'un moment, qui est aussi la relation et les actions avec ses pairs, PAIRS, et avec toutes les personnes en fonctionnel, tu vois, les RH, la finance, la log, enfin, avec lesquelles il aura forcément des relations de travail, pour petit à petit redorer aussi le blason de cette équipe, puisque comme je te le disais, l'équipe, elle était identifiée comme étant une équipe qui sous-performait et avec qui personne n'avait envie de bosser, quoi. Donc il y avait aussi un travail là de persuasion pour aller prouver aux autres que non, l'équipe, elle était en changement maintenant, recréer du lien et une autre manière de travailler avec cette équipe. Voilà, ça c'est les grandes, si tu veux, les grandes directions dans lesquelles on a bossé pendant tous ces mois. Et puis, plus concrètement, peut-être, il y avait évidemment, il y avait un travail de reconstruction de la confiance mutuelle dans l'équipe. Quand on arrive et qu'on interroge les collaborateurs, on leur demande de se décrire, enfin voilà, on les interroge un par un, tu vois. Ils nous disent, pour moi, c'était quoi l'expression? Ils se voyaient comme des singes accrochés chacun sur leur bout de rocher à défendre leur territoire. Donc, tu vois, tu avais une équipe avant, et là, tu as un collectif avec des singes qui sont accrochés à leur rocher, chacun protège ses bananes, et personne n'approche sinon je mords. C'est impressionnant, hein. Bah, donc, il y a un travail de reconstruction de la confiance mutuelle dans l'équipe. Là. Ça ne va pas se faire en claquant du doigt comme ça. Ça va prendre un peu de temps, mais évidemment qu'il n'y a aucune fatalité. Bien sûr qu'elle va renouer avec la confiance, mais ok, ça va s'accompagner. On a aussi évidemment travaillé sur la question des résultats. Aucune équipe n'aime ne pas atteindre ses résultats. Et j'ai même vu une fois, et c'est quelque chose d'assez classique, on intervenait dans une équipe qui avait confiance, ses performances s'étaient dégradées, etc. Et on découvre qu'en fait, le manager a eu du mal à emmener son équipe, qui a résisté pendant très longtemps. En gros, il ne voulait jamais faire ce que le manager demandait, etc. Et à la fin, manque de performance, il leur faut un bouc émissaire, c'est qui? C'est le manager. Tu n'avais qu'à mieux manager. Tu n'avais qu'à nous pousser à atteindre des objectifs. Tu n'avais qu'à. C'est plus de leur faute, c'est de la faute du manager. Donc, tu vois, aucune équipe ne se satisfait dans la durée d'un manque de résultats. Et donc, évidemment, il va falloir qu'on les accompagne pour renouer avec la performance, pour améliorer la situation. Voilà. Et puis, peut-être pour finir, les points clés de ce coaching, c'était vraiment d'abord de se définir des objectifs clairs dans chacune des 4 directions de la relation qu'on a évoquées tout à l'heure. Pareil pour la reconstruction de la confiance et de la performance, on s'est fixé des objectifs clairs avec le manager. Ça a été un travail sur l'écoute aussi. Il a eu besoin d'apprendre à écouter beaucoup son équipe qui avait souffert et qui, dès le début, au départ en tout cas, avait des choses à dire. Il fallait pouvoir vider les non-dits, dire ce qu'il y avait à dire pour qu'on puisse repartir apaisé vers du futur. Il y avait des décisions, un travail aussi sur la prise de décision, du rythme, parce que l'important pour nous, c'était là de rendre visibles les changements.
des quick wins, tu vois, il faut des victoires rapides en termes de performance pour pouvoir renouer avec la performance, célébrer ça et petit à petit remonter la confiance. Et puis, bien sûr, un travail de construction progressive de la crédibilité personnelle du manager pour que l'équipe et les pairs de l'entreprise puissent le voir non plus comme un ancien collègue, mais vraiment comme un manager performant. Bah, écoute, merci Olivier pour ces précisions. Du coup, quels sont les résultats que tu as pu obtenir grâce à ton accompagnement? Bah, d'abord, écoute, en fin d'accompagnement, et aujourd'hui c'est le cas, puisque j'ai rencontré le manager, son équipe et sa direction il n'y a pas très longtemps. Et ça a été vraiment un beau moment de retrouvailles. Aujourd'hui, il y a ce jeune manager, il est plus vu en fait dans l'entreprise comme un jeune manager, mais comme un manager qui est reconnu à la fois par son équipe, alors là 100%, par ses pairs aussi et par sa hiérarchie, qui se demande même comment elle avait pu passer à côté de ce talent avant. C'est un manager qui est heureux, voilà, il me le disait il n'y a pas longtemps, il est joyeux, il est heureux de ce qu'il vit avec son équipe. Et là encore, pour moi, tu vois, ça montre qu'il n'y a pas de fatalité. Parfois, j'entends des managers ou je lis des posts sur les réseaux sociaux dire combien ils souffrent dans leur management. Et je me sens en empathie pour eux. Il n'y a pas de fatalité à souffrir quand tu es manager. Oui, c'est compliqué parce que tu es pris entre le marteau et l'enclume, hein, entre les exigences de ta direction et les attentes de tes collaborateurs. Mais il n'y a pas de raison à ce que ça fasse mal. Et on peut être un manager heureux, satisfait d'avoir une équipe cohésive, performante, etc. Et c'est son cas. L'équipe, elle est aujourd'hui, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui une équipe solidaire et performante. Ils sont soudés, ils vont continuer à s'améliorer. Et c'est ce qu'ils font. Ils ont mis en place des processus de retour d'expérience. Donc, tous les 6 mois, ils travaillent là-dessus et ils n'arrêtent pas d'améliorer les choses. Sur le plan opérationnel, et c'était là-dessus surtout que me remercier la direction quand on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Ben, je t'avais dit que c'était une période extrêmement importante pour cette entreprise et que cette équipe, c'est eux qui allaient chercher du business. Et là, ben, il n'y en avait plus. Et ben, écoute, voilà, ils ont relancé la croissance opérationnelle. Ils ont des résultats qui ont dépassé même leurs attentes. Ils sont en vitesse de croisière. Ils étaient en vitesse de croisière au bout d'un an. En fait, voilà, ça a pris un an pour partant de cette situation vraiment très, très, très délétère pour arriver en vitesse de croisière avec de la performance. Et là, ça a pris un an, mais un an avec un bel accompagnement voilà, régulier et puis un sacré investissement de ce manager qui se remettait en question en permanence. Je le faisais travailler d'une séance sur l'autre. Enfin voilà, il a fait un boulot magnifique. Et aujourd'hui, ben voilà, voilà, ils sont satisfaits et ils ont même renforcé dernièrement, tu vois, l'équipe. Ils sont passés, donc ils étaient un manager plus 6 et maintenant ils ont recruté 2 personnes supplémentaires et il est question d'en recruter une autre prochainement. Donc tu vois, pour moi là, on a vraiment une transformation, un passage d'un point A à un point B qui est parfaitement réussi. Mais alors, pour revenir sur ce fameux manager, comment on passe de collègue à manager? Est-ce que tu peux nous donner des précisions sur cette transformation-là? Comment on passe de collègue à manager en bossant? Parce que c'est un beau cadeau, mais un cadeau empoisonné. C'est difficile et ça, je le dis dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Je ne dis absolument pas que c'est impossible, c'est pas le cas du tout. Et d'ailleurs, cet exemple en est la preuve vivante, hein. Mais c'est difficile, c'est un cadeau empoisonné parce qu'évidemment, ça rend ça va accroître les difficultés de ce jeune manager à trouver sa légitimité. Il était collègue avant, on se tutoyait, tu étais notre pote, on rigolait bien ensemble, et maintenant c'est toi qui donnes des ordres, c'est toi qui valide, c'est toi qui machin, c'est toi qui signe mes congés, mes augmentations, donc on n'a plus du tout la même relation. Et c'est difficile à assumer, ça demande une sacrée maturité de la part du manager. Là, ce qui a été un atout pour nous, si tu veux, dans ce cas-là, et ben, c'était le fait que l'équipe vivait une situation tellement délétère et ils savaient que personne ne voulait de l'entreprise, aucun manager ne voulait les rejoindre, plutôt que d'avoir un manager qui arrive de l'extérieur, ce qui était le cas de cette femme avant, dont on ne sait pas encore comment ça va se passer. Ben, ils préféraient finalement avoir ce collègue, voilà, même si certains espéraient garder une relation de collègue à collègue et peut-être faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais ça a quand même probablement facilité les choses. Et là, dans ces cas-là, bah, le nouveau manager, il a besoin, il y a un vrai travail de changement de posture, en fait. Il faut apprendre à écouter et aussi à décider. Il faut être ferme sur les objectifs et en même temps, il faut être souple sur le comment on va atteindre les objectifs, tu vois. Donc,
Ben voilà, ça demande un vrai travail sur la posture, ce qu'on a fait avec lui et qu'on fait systématiquement en pareille situation. C'est le cas de toute façon pour tous les managers, ce besoin de travailler la posture. Mais là, en particulier, quand tu étais collègue avant, parce que il va être urgent de construire la crédibilité de la personne en tant que manager. Tu étais un collègue crédible, maintenant prouve-nous que tu es un manager crédible, si tu veux qu'on te reconnaisse comme tel. Et donc, pour ça, c'est important de l'accompagner dans la création des conditions de quick wins. Tu vois, il faut vraiment se fixer des objectifs et il faut s'assurer au fur et à mesure qu'on va atteindre ces objectifs, les célébrer. Et chaque résultat atteint, c'est un peu plus de crédibilité pour le manager. Donc voilà, en quelques mots, et en tout cas pour moi, je te l'ai dit, ça n'est absolument pas impossible, mais je pense que là, pour le coup, ça nécessite vraiment d'être accompagné parce qu'on ne passe pas aussi facilement que cela d'un job enfin, d'une fonction en tant que collègue à une fonction de manager de la même équipe. Et ça sera mon dernier point. Comment fait-on pour rebâtir après une période de tension? Quels sont vraiment les éléments qu'il faut retenir? D'abord, la première chose, c'est d'apurer le passé. Là, tu vois, il y a un besoin de poser les choses, que tout le monde s'exprime. C'est la première étape. Il y a besoin de réunir l'équipe et de prendre un temps. Si c'est une demi-journée, mais on prendra une demi-journée pour poser les choses, accueillir ce que chacun a à dire sans jugement. Toi, tu as vécu les choses comme ceci, toi, tu les as vécues comme cela, et c'est OK. Donc là, pour le coup, il y a quelques règles à poser. On s'exprime en je et pas en tu. Le tu qui tue, tu, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez... Stop. Est-ce que tu peux le reformuler en disant ce que toi, ça t'a fait? Moi, j'ai ressenti de la colère pour telle raison, parce que je ne sais pas quoi, ta. Et donc, chacun doit, là, c'est important que chacun puisse s'exprimer, que les autres accueillent ce qu'ils disent, et qu'ensemble, on solde le passé. Là, il y a un premier temps à passer là-dessus. Alors, il ne faut pas y passer une journée, et en tout cas, il ne faut pas terminer la journée là-dessus. Parce que, OK, on a vidé le sac, tu vois, de la colère, des rancœurs, etc. Mais c'est bien de repartir autour de quelque chose qui nous donne de l'espoir. Et là, c'est important de venir se rassembler autour du sens. Du coup. Et après cette étape indispensable, ben là, on va regarder ensemble qu'est-ce qui nous fait rêver. C'est quoi notre raison d'être? Quelle est notre ambition? Tu vois, la vision de l'équipe. Et là, on regarde vers l'avant. On va y aller ensemble. Oui, on a vécu des moments difficiles. Oui, on a pu se dire les choses maintenant. Et il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ce que chacun a dit, c'est son ressenti. Et c'est acceptable. C'est respectable. En revanche, maintenant, est-ce que chacun a envie d'avancer dans ça? C'est ça la direction dans laquelle on avance. Et une fois qu'on a clarifié cette vision, ben là vient le temps de réfléchir, de travailler sur l'identité de l'équipe. Okay, comment on va atteindre cette vision? Mais comment? Pas seulement le comment dans le faire, mais dans le savoir-être de l'équipe. Quelle équipe on veut être? Quelle couleur on va donner à notre équipe? Tu vois, ça va parler du lien, de la confiance, de toutes ces choses-là. Donc, je disais, travail sur l'identité de l'équipe et puis travail aussi sur les valeurs. Et là, on va y ajouter nos valeurs. Quelles sont les valeurs de l'équipe? Et pas des valeurs qu'on va afficher sur un mur et qu'on oubliera ensuite, mais des valeurs qu'on va incarner. Et on va prendre nos comportements et on va regarder est-ce que ces comportements sont bien conformes aux valeurs qu'on a écrites. Et à partir de maintenant, ça devient notre colonne vertébrale, ce que moi j'appelle la colonne de valeurs, comme une colonne vertébrale qui permet à l'équipe de tenir debout. Voilà. Et puis, ben, comment on fait encore? Ben, ensuite, ça va prendre un peu de temps, mais tout l'enjeu, en se donnant le temps, sans y laisser tout le temps, et en se fixant des objectifs, ça va être d'écouter, de rassurer, d'apaiser, de décider pour le leader. Il n'y a rien de pire que OK, on parle, mais on ne décide pas. Non, il y a un moment, ça suffit qu'on a assez parlé. Maintenant, on avance vers quoi? C'est quoi la prochaine étape? On y va comment? Et comment on le sait? On va séquencer l'action. Et ensuite, il faut réussir ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, on commence petit quand une équipe a été en tension. On ne lui fait pas faire des pas de géant. Non, on renoue tout doucement avec le succès. Et petit à petit, on va monter la taille des marches. Et à chaque succès, yes, on le célèbre ensemble. On est fier d'être notre équipe, on est fier d'avoir réussi ça. OK, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Quels sont encore les cailloux dans la chaussure? Comment on y va pour la prochaine étape? Et là, bam, on déroule, on se fixe les objectifs, le séquencement, la répartition des tâches, et on engage jusqu'à l'action, jusqu'à la célébration suivante, et ainsi de suite. Voilà quelques clés sur comment on rebâtit après une période de tension. Mais c'est un pas après l'autre. Il n'y a pas de vitesse qui soit la même partout. Chaque équipe va avoir sa vitesse de transformation.
Mais ces quelques clés-là sont pour moi des basiques qui vont aider. Et encore une fois, il n'y a aucune fatalité parce que personne n'a envie de rester enfermé dans le passé. Les gens ont souffert, ils n'ont plus envie de souffrir. Mais il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a du ressentiment. Ça, il faut le laisser s'exprimer au départ. Et puis ensuite, à un moment, il faut dire maintenant, OK, tout le monde a eu le temps de s'exprimer. Maintenant, on met de côté les sentiments négatifs et on va vibrer le positif. On va atteindre ensemble 7 étoiles. OK, elle est là-haut et c'est vers elle qu'on va avancer. On va tirer des bords parce qu'il y aura des vents et des marées, des courants, des machins. OK, mais on y va ensemble. Comment on s'organise? Ta, ta, ta. Et un pas après l'autre, on remonte la pente. Et à la fin, ben, comme cette équipe, au bout d'un an, tu peux avoir une équipe en super, en vitesse de croisière qui atteint tous ses résultats et qui est super contente de bosser ensemble. Oh, merci, vraiment un bel exemple emblématique. Mais toi, on fait appel à toi dans des situations un petit peu, critiques, on va dire, des situations complexes et difficiles. Est-ce que tu peux nous donner deux, trois types de situations que tu es en mesure de résoudre pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui? Sur quoi on est sollicité? Écoute, nous, on fait beaucoup de formations, des parcours de formation pour managers, ou vraiment qui, pour moi, sont des parcours transformants. On prend les managers, là encore, d'un point A, on les amène vers un point B, et pendant ces parcours de formation, on les accompagne. Il y a de la formation en présentiel, il y a du webinaire, ils ont des actions à réaliser entre les modules de formation. Enfin, vraiment, ils sont accompagnés pour arriver tous à un point B minimum. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, mais en tout cas, moi, mon engagement, et là encore, ça parle de mon histoire professionnelle passée, hein, c'est que pour moi, il n'y a pas de négociation. S'il y a une mission, j'arriverai sur objectif. Et ça, pour moi, c'est pas négociable. Nos accompagnements, très orientés, centrés sur l'humain, et sans jamais perdre de vue le résultat. Donc je t'ai dit, c'est de la formation, c'est des accompagnements d'équipes, que ce soit des équipes en difficulté ou des équipes de direction. On accompagne beaucoup de COMEX, CODIR, et avec des séminaires périodiques, petit à petit, où on les fait vraiment passer. Là encore, pour moi, l'important, c'est qu'ils passent d'un point A à un point B. Et on a renforcé encore ça depuis plusieurs mois avec des parcours, voilà, pour ces séminaires, ces COMEX, CODIR, pour vraiment les aider à progresser. Coaching, oui, bien sûr, quelques stages de mise en situation. Voilà, donc pour, conclure, pour te contacter, c'est sur le site web synergienco.com. Très bien, bah, écoute, un grand merci Olivier pour tout ce partage passionnant et on se retrouve le mois prochain pour la prochaine newsletter. Avec plaisir, merci Olivier.